Bonsoir à toutes et à tous. Dans 15 minutes, c'est dans l'air avec Caroline Roux. Une émission consacrée ce soir à la Chine qui est dans l'œil du cyclone, accusée d'avoir menti sur le nombre de victimes du Covid-19 sur son territoire. Le pays mène une politique de réhabilitation diplomatique agressive, envoi massif de masques, aide médicale. Alors la Chine va-t-elle se relever et relancer son économie? Caroline Roux et ses invités répondent à toutes vos questions. C'est dans l'air, c'est dans un quart d'heure. Mais tout de suite, c'est-à-dire... Bonsoir Jérémy Pelletier. Bonsoir. Vous êtes directeur des études de la Fondation Jean Jaurès. Vous avez coordonné l'étude de l'IFOP sur le complotisme autour du Covid-19. Alors, on a tout entendu sur le coronavirus. Pour guérir, il faut boire de l'eau toutes les 15 minutes. Ce sont les labos qui auraient fabriqué intentionnellement ce virus pour gagner de l'argent. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que cette crise réunit finalement tous les ingrédients qui font décoller la théorie du complot. Absolument, on a les ingrédients, on a tous les ingrédients pour que finalement le complotisme fonctionne assez bien. D'abord, la crise sanitaire et le sujet de cette crise. Les Français font partie sur l'ensemble des pays européens des publics, des populations les plus sensibles et les plus complotistes, je dirais, vis-à-vis des questions de santé, vis-à-vis des questions sanitaires. On a également un scénario et un scénario propre à une série télévisée qui est en train de naître sous nos yeux, ce qui alimente aussi évidemment ces théories du complot. Il y a les modalités de la crise, le confinement, évidemment, qui est un moment dans lequel la population, et notamment les plus jeunes, on en parlera, peuvent s'abreuver beaucoup des réseaux sociaux et des écrans. Oui, vous dites que cette flambée du complotisme, finalement, eh bien, c'était prévisible puisque vous le comparez aux autres grandes épidémies historiques. Absolument. De toute façon, on sait que maintenant, chaque grande crise, chaque événement majeur génère sa propre grille de lecture complotiste, conspirationniste. Et ce qui est très intéressant, c'est que même si là, on est sur une crise sanitaire très spécifique, on retrouve les mêmes publics touchés massivement par les théories du complot, à savoir les plus jeunes, les catégories sociales les plus défavorisées et les sympathisants du Rassemblement national. Oui, alors dans votre étude, on voit qu'un Français sur 4 pense que le virus a été développé en laboratoire. C'est un chiffre très important. Comment est-ce qu'on explique ce haut niveau d'adhésion ? Alors, ce qui est très intéressant, et c'est pour ça qu'on a mené cette enquête avec Rudi Redstadt, Jérôme Fourquet et la Fondation Jean Jaurès, c'était pour la comparer à une enquête similaire qui a été réalisée aux États-Unis. Aux États-Unis, une grande institution qui s'appelle le Pew Research Center, quelques jours avant la nôtre, avait montré que 29% des Américains pensaient effectivement que le virus a été créé en laboratoire de façon intentionnelle ou de façon accidentelle. On a voulu comparer avec la France, et effectivement, 29% pour les Américains, chez nous on est à 26%. Un Français sur 4 qui croit au fait que le virus a été créé de façon intentionnelle ou accidentelle en laboratoire, ce qui est un chiffre très important. Alors, vous parliez des personnes les plus perméables à ce genre de théorie. Et là, pour le coup, il y a une sorte de visage qui se profile. Absolument, le profil type, on en a parlé tout à l'heure, on a les plus jeunes. Vous avez à peu près 17% de la population qui pense que le virus a été créé de façon intentionnelle en laboratoire, je dis bien de façon intentionnelle. Chez les jeunes générations, on est à 27%. Chez les moins de 35 ans, on est à 27%, ce qui est colossal. Chez les classes sociales les plus défavorisées, on est à 22% qui pensent que le virus a été créé de façon intentionnelle. Et chez les sympathisants du Rassemblement national, on est à 40%, alors que la moyenne des Français, c'est 17%. Ça, c'est quelque chose qui vous a étonné ou pas vraiment ? Alors, sur les deux profils, je dirais, sur les trois typologies dont on vient de parler, non, c'est pas très surprenant. Ce qui est surprenant, c'est qu'en fait, c'est déjà les profils qui adhèrent le plus aux théories du complot qu'on a testées, nous, par le passé, au-delà des crises sanitaires. Non, ce qui est très surprenant, c'est le haut niveau. Quand on regarde les sympathisants du Rassemblement national, 40%, c'est un chiffre qui est colossal, mais en fait, ça s'inscrit dans un historique aussi de ce qu'est le Rassemblement national et du discours que tient les dirigeants et que tiennent les dirigeants du Front national, à commencer par Jean-Marie Le Pen il y a 20 ou 30 ans, et que poursuit sa fille Marine Le Pen il y a quelques jours dans une matinale. Elle a dit que c'était justifié de douter de tout ce qui était en train de se passer, et c'était justifié d'imaginer que le virus pouvait être créé en laboratoire. Il y a des ingrédients, si je puis dire, qui se retrouvent, qui sont les thèmes du sanitaire, de l'immigration. Ça, pour le coup, c'est ça aussi qui fait le lit de cette théorie-là.
Absolument. Après, si on regarde notamment les classes sociales les plus défavorisées et les sympathisants du Rassemblement national, ils ont un point commun qui est la défiance vis-à-vis des figures d'autorité, la défiance vis-à-vis, je dirais, du discours officiel, du discours scientifique. Et effectivement, cette défiance-là, qu'on voit aussi de la part de la population d'une façon générale auprès du gouvernement dans cette crise-là, mais évidemment, cette défiance vis-à-vis des figures d'autorité, des figures officielles, alimente et peut alimenter un discours de réinformation. Jérémy Pelletier, d'où viennent ces infox? Qui les crée? Est-ce qu'on Alors, sait? écoutez, alors il y a deux éléments différents. Donc, et on distingue bien fake news d'une théorie du complot. Une fake news, c'est une erreur, c'est une méconnaissance sur un sujet donné, ce qui est très différent d'une théorie du complot. Une théorie du complot vise à vous faire croire que quelqu'un tire les ficelles, quelqu'un dans l'ombre est en train d'agir pour tirer profit d'une crise. Et si on parle du Covid, quelqu'un, un État, un groupe aurait mis en place ce virus dans un laboratoire pour tirer profit de la situation. En gros, sur la diffusion, il y a ce qu'on appelle la complosphère. Donc, c'est une série de sites internet, une série de blogs, une série de chaînes, notamment sur YouTube. Il y a deux sites internet très connus en France qui sont pilotés l'un par Alain Soral, l'autre par Dieudonné. C'est, je dirais, l'arc et les deux axes qui alimentent et qui diffusent le plus de théories du complot, quelle que soit la typologie et quelle que soit la crise. Et Et là, dans c'est notre cas, Là, dans notre cas, on est sur la même chose. On est sur des sites, c'est une complosphère qui est assez organisée, qui est assez structurée. On retrouve les mêmes sites classiques que les sites qui diffusaient, par exemple, les théories du complot autour des attentats de Charlie Hebdo, de l'hypercachère et de Montrouge en janvier 2015. On retrouve les mêmes sites qui diffusaient déjà les théories du complot autour des attentats de novembre 2015 et les mêmes sites aussi qui ont diffusé un certain nombre de théories du complot au moment de l'attentat de Strasbourg en pleine révolte des Gilets jaunes. là, vous soulignez le fait qu'il y ait un taux d'adhésion particulièrement élevé. Est-ce que le fait qu'on soit confiné joue un rôle? Alors, le fait qu'on soit confiné joue un rôle, notamment via effectivement la consommation d'écran et la consommation de numérique. Pardon. On s'est aperçu dans des enquêtes précédentes que plus vous indiquiez vous informer d'abord et avant tout par le numérique, plus vous indiquiez vous informer d'abord et avant tout sur les réseaux sociaux, plus vous aviez une tendance à croire plus que la moyenne des Français aux théories du complot. Après, ce qui est très intéressant dans cette crise-là, c'est la notoriété, en gros très rapide, prise par les théories. En gros, les théories, je dirais, classiques les plus connues en France étaient connues quand même d'un peu moins d'un Français sur deux, mais elles avaient 30 ans derrière. Elles avaient 30 ans de naissance derrière elles. Là, on est sur des théories qui ont été créées, nées et qui sont nées fin janvier, et ces théories-là sont aujourd'hui connues par plus d'un Français sur deux. Alors justement, on voit la réponse, les tentatives pour endiguer ces complots, on vient de le voir à l'écran, cette réponse du ministère de la Santé qui doit informer les concitoyens que non, non, la cocaïne ne protège pas contre le Covid-19. C'est un exemple de tentative hein, voilà, pour endiguer et ça fonctionne difficilement. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à anticiper puisqu'on sait qu'à chaque fois ça se reproduit finalement? Alors absolument, s'agissant là du sujet de la cocaïne, je pense que là on peut parler d'une fake news. Ça n'a pas vocation à vous faire croire que quelqu'un tire les ficelles d'une crise. Mais sur la thèse du virus qui aurait été créé en laboratoire, je pense que la pédagogie, c'est la science des répétitions. Et il y a quelque chose, par exemple, qu'on ne répète pas assez, c'est le fait que le génome qui est issu du Covid-19, il a été séquencé, il a été disséqué dès la fin janvier 2020 par moult scientifiques que ce soit en Chine, que ce soit en France, notamment par l'Institut Pasteur, et que les scientifiques ont tous été unanimes sur le fait qu'il n'y a aucune trace de manipulation génétique liée à ce génome-là. Or, ça, cette information-là, le fait que les scientifiques sont unanimes sur la provenance naturelle du virus et qu'il ne s'agit pas d'un virus créé par les humains, ça, je pense que ce n'est pas assez répété, à la fois côté médiatique et côté responsable politique. Oui, en gros, ce que vous dites, c'est qu'il faut avoir une argumentation très fournie, finalement, pour convaincre ceux qui pourraient être tentés de plonger du côté de la théorie du complot, qui ont finalement une attention très redoutable aux arguments. Absolument, parce que ceux qui diffusent et ceux qui créent les théories du complot ont, eux, justement, une argumentation très fournie. Leur stratégie, d'ailleurs, c'est de vous noyer à travers plein d'informations. C'est que vous trouviez à lire un article qui regorge de multiples informations diverses et variées et qui vont faire croire et qui ont tendance à vous faire croire qu'effectivement l'argumentation est très fournie. D'ailleurs, c'est très intéressant. Sur leur site internet, ils n'ont jamais de thèse synthétique. Ils ne synthétisent jamais
une information en quelques lignes, en quelques paragraphes. Il y a toujours beaucoup d'informations. Effectivement, pour répondre à ces complotistes, il faut, nous, avoir une argumentation scientifique très fournie. Eh bien, c'est noté. Donc, décryptage, pédagogie et la science des répétitions. Je l'ai bien retenu. Merci à vous, Jérémy Pelletier. Merci d'être venu Merci à sur vous. notre plateau. Non, pas venu sur notre plateau, mais d'avoir répondu en duplex. Merci à vous. Tout de suite, c'est Merci. dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur la Chine dans l'œil du cyclone, accusée d'avoir menti sur le nombre de victimes. Elle mène une politique de réhabilitation diplomatique massive. C'est dans l'air, c'est tout de suite.